Bonjour à tous, bienvenue dans ce replay de classe virtuelle en lien avec la compétence 2, analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé. Avant tout, intéressons-nous au rôle du CIP dans le cadre de ces entretiens. Le premier entretien va permettre d'identifier les besoins et les attentes de la personne et également d'explorer les atouts et les freins par rapport à la demande et à la situation du bénéficiaire. Ce premier entretien vise à diagnostiquer et repérer les éventuelles situations d'urgence afin de leur permettre une prise en charge immédiate ou pouvoir orienter vers le partenaire approprié. Ce premier entretien va pouvoir poser les bases du diagnostic partagé et pouvoir permettre de faire émerger différentes hypothèses et des solutions. Dans le cadre de cet entretien, il est important d'une part de poser le cadre et de rappeler les règles de confidentialité et puis de s'assurer de l'adhésion et de la validation de la personne à chaque instant. Tout d'abord, au niveau des outils de communication, si vous êtes sur un entretien qui serait en distanciel, vous avez différents outils qui sont appropriés dans le cadre des visioconférences. Donc voici quelques outils qui peuvent vous permettre d'utiliser la visioconférence gratuitement. Donc par exemple, vous pouvez avoir l'outil Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Discord, etc. Dans le cadre de ces différents entretiens, on va retrouver le premier entretien qu'on appelle phase de diagnostic, qui permet d'analyser la demande. Ensuite, on va retrouver les entretiens d'accompagnement qui feront suite au premier entretien et qui permettront à la mise en œuvre du plan d'action. On peut avoir un entretien de contractualisation ou d'engagement. Et puis on aura, une fois le suivi terminé, les entretiens de bilan qui permettront de faire le point sur les objectifs, s'ils sont atteints, et faire le point sur les démarches qui ont été effectuées. Dans le cadre de ces entretiens, nous allons utiliser différentes techniques. Ces différentes techniques vont viser à accompagner le bénéficiaire de manière personnalisée en prenant en compte ses atouts, ses freins et également ses aspirations. Donc déjà, la base, ça va être de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. On va également utiliser des techniques de questionnement, donc avec des questions à la fois ouvertes, des techniques également de reformulation pour s'assurer que la personne a bien compris. Ensuite, on va utiliser des techniques de valorisation et de renforcement positif, donc qui vont permettre à la personne de retrouver justement ses atouts, de prendre un peu plus confiance en soi. On va utiliser également des techniques de coaching qui vont permettre d'inciter la personne à prendre une part active dans cet accompagnement. Ces techniques de coaching vont permettre de simuler un petit peu l'autonomie, de stimuler la prise de décision et d'essayer de fixer des objectifs. Donc fixer des objectifs, on peut utiliser par exemple la méthode SMART qui va permettre de formaliser des objectifs qui seront spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, c'est-à-dire qu'ils devront être limités dans le temps. Ensuite, ça va également permettre de poser un cadre et permettre d'avoir une opportunité de travailler en collaboration avec la personne. Ensuite, on va utiliser des techniques d'analyse de compétences. Donc là, ça va être le fait d'identifier les savoir-faire et savoir-être du bénéficiaire. On peut également orienter, par exemple, vers des bilans de compétences. On peut analyser les expériences professionnelles, les expériences également en tant que bénévole. Et on peut, par exemple, utiliser des grilles de compétences ou des tests d'orientation, par exemple. On utilisera également, par exemple, des techniques d'aide à la prise de décision. Donc, ces techniques ont pour vocation d'aider le bénéficiaire à choisir parmi plusieurs options, notamment en faisant, par exemple, le point entre les avantages et les inconvénients. L'objectif également étant de visualiser les possibilités au regard de ses attentes. Toujours se centrer sur les attentes du bénéficiaire et n'être que force de proposition. On peut par exemple également proposer des jeux de rôle ou des jeux de simulation éventuellement. On peut également utiliser des techniques d'orientation qui vont permettre de connecter le bénéficiaire à différentes ressources, notamment l'informer sur les différents dispositifs d'aide, mobiliser différents partenaires, lui permettre de créer son propre réseau. Et puis on utilisera les techniques de suivi dans le cadre du bilan, par exemple, où on va pouvoir analyser l'efficacité de l'accompagnement.
Donc l'ensemble de ces techniques vont vous permettre justement d'adapter en fonction du bénéficiaire que vous avez en face de vous. Dans le cadre du premier entretien, on va pouvoir utiliser des méthodes d'analyse de la demande. Donc, je vous en présente 3 ici. Donc, on a par exemple la méthode du QQ-QCP, donc qui est dite la méthode quintilienne. Donc, c'est une méthode qui permet de mettre en place une technique de questionnement afin d'analyser en fait au travers de questions bien précises, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, de manière approfondie la demande. Ensuite, on a la méthode SWOT, donc qui permet de faire un état des lieux personnel, d'identifier ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Donc en général, on utilise cette méthode dans l'analyse d'une situation ou d'un projet. Et elle permet de prendre en compte également les facteurs à la fois internes et externes. On a également la méthode qu'on appelle l'arbre des causes, donc c'est une méthode qu'on appelle également le diagramme d'Ishikawa, qui permet d'analyser les problèmes en tenant en compte les identifications des causes. Quoi qu'il en soit, le diagnostic partagé, donc je vous ai refait une petite synthèse des principes fondamentaux. L'objectif, c'est de co-construire, c'est-à-dire que le diagnostic va être co-construit par les deux parties, sans interprétation de la part du conseiller. C'est fondamental en fait de prendre du recul, de laisser en fait de côté ses représentations, ses croyances et de vraiment se focaliser et de pratiquer une écoute active. Ensuite, ça va permettre l'autonomie. Donc l'objectif, c'est de rendre autonome le bénéficiaire, de le rendre acteur de son accompagnement. Dans le cadre de ce diagnostic partagé, vous allez avoir besoin d'identifier les caractéristiques individuelles et l'environnement, les besoins et les attentes, le parcours scolaire ou professionnel, les compétences, savoir-faire, savoir-être et savoir de base, les ressources personnelles, les freins, et savoir caractériser s'il s'agit d'une situation d'urgence. Ce qui vous permettra de pouvoir mettre en place en fait des objectifs, de mettre en place des hypothèses pour orienter sur la suite du parcours. Pour déceler les situations d'urgence, on va porter une attention particulière dans le cadre du questionnement, de manière à pouvoir identifier d'éventuelles situations d'urgence. Donc, dans le cadre de votre accompagnement, il va falloir prendre en compte l'environnement global du bénéficiaire et parfois aller creuser un peu plus au niveau de votre questionnement, de manière à pouvoir essayer d'identifier des situations. Petit rappel sur la pyramide des besoins selon Maslow, au niveau des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, besoins sociaux, besoins d'estime et besoins d'accomplissement personnel. Dans le cadre de votre profession, il faudra également porter attention à prendre de la distance. Il va falloir savoir se protéger et prendre du recul. Certes, une relation de confiance est primordiale puisqu'elle va permettre en fait de travailler efficacement en collaboration avec le bénéficiaire. Néanmoins, il est nécessaire de savoir prendre de la distance de manière à ne pas se laisser submerger par son environnement professionnel. Et également, surtout dans le cadre de ce métier, par les situations d'urgence auxquelles vous pouvez être confronté. Donc la prise de recul va pouvoir vous permettre de favoriser la collaboration puisqu'elle vous permet d'avoir un esprit clair, serein et va vous permettre en fait de prendre une décision qui sera objective. Et puis également, dans le cadre de ces entretiens, il va falloir prendre en compte la réglementation en lien avec les données personnelles et les données sensibles, et notamment en lien avec le règlement général sur la protection des données, qui est donc une réglementation européenne qui est entrée en vigueur en mai 2018 et qui permet en fait de protéger les données personnelles de ces individus. L'idée, c'est de rappeler dans le cadre de ces entretiens que ces entretiens sont confidentiels, de poser le cadre, que vous prenez des notes si la personne en face de vous vous y autorise, et rappeler qu'elle a accès également en fait à la prise de notes et également à ses données personnelles. Donc pour rappel, une donnée personnelle, ça va être tout ce qui va se rapporter aux informations physiques d'une personne. Tout ce qui est données sensibles, ce sera les informations qui vont permettre de relever l'origine raciale, ethnique, les opinions politiques, etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.